Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Deux invités m'ont rejoint sur ce plateau. J'accueille Luc Carvounas. Bonjour, sénateur socialiste du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Face à vous, Roger Karoutchi, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Avec vous, on va parler de cette actualité, de ce remaniement qui se veut imminent dans les prochaines heures. Luc Carvounas, est-ce qu'il faut s'attendre à un remaniement d'ampleur ou à un simple ajustement technique selon vous? Franchement, j'en sais rien du tout. Et sous la 5e, moi je veux bien prendre une boule de cristal et faire des improvisations. Le maître du jeu, c'est le président de la République. J'entends beaucoup de choses comme vous. J'ai évidemment des contacts ici ou là, au plus haut niveau. Mais in fine, tant qu'on n'a pas la feuille de route définitive, moi je pourrais dire différentes analyses, mais qui m'appartiennent. Mais je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Oui, Roger Carucci, moi, vous je n'ai pas été appelé. Comme j'ai pas c'est pas ce qu'on m'a dit. Oui, un ministère. Il y aura peut-être des sénateurs dans ce nouveau gouvernement. Je doute qu'il y ait des sénateurs républicains. Mais non, le seul élément, c'est qu'on se dit qu'un remaniement à 14 mois des élections présidentielles n'a de sens que s'il y a une remise en cause de la ligne politique. Si c'est pour garder la même ligne économique et politique, alors, autant Roger Karoutchi, c'est les autres. On va tout de suite prendre la direction de la salle des conférences du Sénat où nous attend Michael Zamès. Vous êtes avec Alain Vidali, secrétaire d'État au transport, pour une réaction à ce terrible accident de car scolaire à Rochefort ce matin. Absolument, avec le ministre des Transports. Vous en êtes où du bilan aujourd'hui? Tout à l'heure, quelqu'un nous disait qu'il y avait 6 personnes décédées, 5 sûrs que c'était des enfants, mais il y avait un doute sur la 6e personne. Est-ce que vous avez confirmation? Moi, les informations que j'ai, c'est qu'il y a bien 6 personnes qui sont décédées et qu'il s'agirait d'enfants, d'adolescents entre 12 et 17 ans, puisqu'il s'agissait d'un car de transport scolaire, avec 17 personnes à bord, 2 qui ont été blessés, qui sont hospitalisés, mais sans que la question vitale soit posée, et les autres sont prises en charge dans une cellule psychologique. Vous en savez plus sur les causes de cet accident? On a parlé d'un matériel, d'un camion qui s'est détaché? Oui, ce sont des causes a priori assez extraordinaires, puisque c'est un accident de sens inverse avec ce bus qui transporte des enfants et un camion apparemment à vide, et c'est la radiale, c'est-à-dire la fermeture de la partie arrière du camion qui, au moment du croisement avec le car, serait partie vers le camion comme une pièce comme ça qui va frapper. Voilà. On imagine qu'il y a une enquête qui est en cours. Par rapport à ce qui s'est passé hier, cette fois dans le Doubs, là aussi, un car scolaire qui est malheureusement dans un accident. Vous en savez plus également là? Les circonstances sont complètement différentes. Je veux dire, à part évoquer la loi des séries, je ne vois pas comment faire le lien entre les deux. Hier, c'est un car qui s'est renversé avec 2 enfants qui sont morts. C'était aussi un transport scolaire, mais là, manifestement, les circonstances atmosphériques qui étaient particulières hier dans le Doubs peuvent être à l'origine. Dans tous les cas, là, il y a une enquête qui a été engagée par le procureur de la République, avec, semble-t-il, une présentation du chauffeur au juge d'instruction. Donc maintenant, c'est la justice qui doit faire son travail. Merci beaucoup, Monsieur Vidalis, d'avoir répondu à nos questions. Et pendant qu'on posait les questions à Alain Vidalis, on a vu une discussion entre Emmanuel Macron et Jean-Marie Le Guen. Évidemment, l'un comme l'autre se disent « alors, et pour toi ?» L'autre, tu lui as dit « écoute, je n'en sais rien. » Voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer autour de ce remaniement. Quant à Alain Vidalis, lui-même ne savait pas, je lui ai posé la question juste avant, il ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Et vous voyez sur ces images, Emmanuel Macron est en train de partir du Sénat. On va peut-être tenter une intervention. Monsieur Macron, juste une question. Vous ne souhaitez pas réagir, Monsieur Macron? Voilà, vous voyez un peu sur l'atmosphère qui règne actuellement au Sénat avec les différents ministres qui sont partis lors de ces questions d'actualité. Michael, on revient sur ce plateau avec nos invités. Luc Carvounas, vous auriez pu être appelé aussi, peut-être, dans ce nouveau gouvernement? À Valls 2, peut-être. À Valls 3, je ne le souhaitais pas. Voilà. D'abord, je l'ai démontré en étant candidat il y a quelques semaines pour être vice-président de la métropole du Grand Paris, 7 millions d'habitants. C'est pas pour dire merci, au revoir 3 semaines après. Et puis moi, je me sens plus utile à l'extérieur que à l'intérieur. Visiblement, il y a beaucoup de candidats. Tout ça, je vais vous dire, in fine, est-ce que c'est important? Non, Pour ceux qui rentrent ou ceux qui sortent. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, je suis un homme politique, on est des responsables politiques. Oui. Mais le gouvernement a peut-être besoin d'un nouveau souffle. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... mettre du sang neuf peut-être dans ce gouvernement, pour relancer la machine dans une période où on voit beaucoup de fébrilité. Du sang neuf, oui,
des voix fortes et expérimentées, certainement. Élargir l'assiette, bien sûr. On est sur un gouvernement, le dernier gouvernement a priori avant l'élection présidentielle. Après, la vie politique réserve toujours des surprises, hein, donc faut jamais dire jamais. Mais moi, je vais vous dire une chose, sans langue de bois. À un moment donné, j'entendais ce que disait Michael Samès entre la discussion de deux ministres. C'est pas l'affaire personnelle de deux individus qui est importante. C'est un collectif au service des Françaises et des Français qui nous demande quoi qui nous demande plus de pouvoir d'achat, du travail et du logement. Donc moi, c'est ça qui m'importe. Je suis maire, hein, vous savez, je travaille au quotidien dans les choses concrètes de la réalité quotidienne des questions que les Français nous posent. Les mercatos, les redéfinitions qui à partir du président de la République, veut dire quoi? elles sont là, elles sont utiles. Ces thèmes sont un petit peu oubliés, mis de côté en ce moment, en pleine discussion sur la révision constitutionnelle. Je dis aujourd'hui que sous la Ve République, s'il y a un remaniement gouvernemental, c'est que ça correspond à un temps T, à une réponse politique et à un besoin politique. En tous les cas, ça appartient au président de la République sous nos institutions. Et moi, je ne suis pas dans cette appréciation-là. Ça ne m'appartient pas. Je suis parlementaire, je suis maire. Je crois que moi, je fais confiance au président. On va faire réagir Roger Carotti. Vous, est-ce que vous attendez bien peut-être un peu de clarification dans la ligne gouvernementale actuellement? Non. Non, je pense que s'il devait y avoir clarification, elle aurait eu lieu avant. Le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République ont tenu des propos assez définitifs au début de l'année 2016 et ça ne dépend pas de la personnalité des ministres. C'est une ligne politique, c'est une ligne économique qui a été choisie. Contrairement à ce que dit Luc, je pense que malheureusement, là, on a un changement gouvernemental qui ne correspond pas à un changement de ligne politique. C'est une question de personnes. Il y a des départs, il va y avoir des arrivées. Mais la ligne va rester la même, ce qui veut dire qu'en réalité, pour les Français, rien ne change. Et le problème, c'est pas de savoir du sang neuf, parce que quand vous regardez l'actuel gouvernement, c'est pas un gouvernement âgé. Il y a beaucoup de ministres finalement assez jeunes, pour ne pas dire inexpérimentés. Donc c'est pas un problème de sang neuf, c'est un problème de ligne, et il n'y a pas de changement de ligne politique. François Hollande ne joue pas son va-tout, je pense que c'est terminé. C'est une fin de rêve. Roger Carotti, je vous interromps, c'est le principe de cette émission pour retourner salle des conférences où on voit Jean-Marie Le Guen qui s'exprime avec Didier Guillaume, peut-être un entrant au gouvernement. Sa maman était souffrante, elle l'a appelé. C'est pas le président de la République qui vous a téléphoné, monsieur Le Guen? Ah non, ça c'est sûr que non. C'est un ministre qui parle à un copain. Vous avez des infos pour vous? Je n'ai aucune information. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Je vous dis que ça va pas trop tarder. Je ne sais pas et je ne parle pas. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ce soir? Ah, ça c'est intéressant comme question. Je veux sortir des discussions de remaniement pour parler du fond. Ce soir, le président de la République a un rôle important. Dans un premier temps, je pense qu'il faut qu'il donne du sens à son action, du sens à l'action politique. Il faut qu'il recadre les choses. Les Français sont déboussolés. Il y a eu un débat de 2 mois sur la déchéance. Il y a des risques d'attentats. La France est en guerre. La situation économique ne va pas. Les bourses dévissent. Il faut que le président de la République recentre son action, trace des perspectives et dise aux Français « je suis aux commandes et voilà la direction dans laquelle je veux emmener le pays ». C'est très important qu'il redise ça à nos compatriotes. Ce gouvernement doit dire la ligne, justement, cette ligne que doit donner le président de la République. Ce gouvernement, donc ouvrir. Le gouvernement qui sortira, dont je n'ai aucune information, devra être un gouvernement cohérent, qui ne change pas de ligne stratégique, de ligne politique, un gouvernement réformiste, élargi, je l'espère. Moi, j'espère que des écologistes pourront rentrer dans ce gouvernement, et un gouvernement qui préparera les enjeux de demain. Ce n'est pas pour préparer l'élection présidentielle. Il pourra le faire, et tant mieux s'il le fait bien. Mais c'est pour préparer les enjeux de demain. L'Europe, la situation des réfugiés catastrophique, que va-t-il se passer dans les semaines qui viennent? La situation interne, les entreprises, c'est ça l'enjeu du discours du président de la République et c'est ce gouvernement qui devra mettre en place ces orientations. C'est pour ça que je suis confiant pour l'intervention de ce soir. Je pense que le président de la République a pris la mesure de la situation. Hier, l'Assemblée nationale a voté au 3/5e la réforme de la Constitution. J'espère que le Sénat fera de même. Et puis il faut passer à autre chose. Parce que les Français en ont marre de ces discussions qui parfois sont stériles, de ces discussions de positionnement, souvent liées aux primaires de la droite ou aux primaires de la gauche. J'appelle un chat, ce n'est pas possible. On ne prend pas en otage la France, la nation française, parce qu'il peut y avoir des primaires à gauche ou des primaires à droite. On a un sens des responsabilités, nous sommes des patriotes, nous sommes des républicains, nous voulons que la nation française s'en sorte, et c'est ça le message du président de la République. Vous tournez la page ce soir.
Mais non, pas tourner la page, au contraire, continuer à écrire de nouvelles pages. Une belle page pour la République, une belle page pour la nation française, et que les Françaises et les Français comprennent. Merci beaucoup. C'était Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat. Vous voyez encore beaucoup de monde ici dans la salle des conférences. D'autres sénateurs vont venir à notre micro dans un instant, Delphine. Merci Mickaël. On poursuit en attendant le débat avec mes invités, Luc Carvounas et Roger Carucci. Finalement, à quoi ça sert de remanier si on ne change pas la ligne politique? Je veux répondre à mon collègue Roger Carucci, qui est un homme aiguisé de la vie politique française, ancien ministre. Sénateur J'ai fait 3 remaniements. Sénateur aguerri. Où je suis resté, où je suis parti. Mais là où son appréciation, et c'est normal, est différente de la mienne, c'est que on ne cherche pas à changer la ligne politique. La ligne politique, elle n'a pas changé depuis Jean-Marc Ayrault ou Manuel Valls, même si je pense que sous Manuel Valls, elle est plus assumée, plus prononcée. Est-ce qu'il faut élargir la base et faire rentrer les écologistes à 14 mois d'une élection présidentielle, on ne va pas redéfinir la ligne politique. D'ailleurs, si la ligne politique était si mauvaise que cela, alors il y aurait eu, il y a quelques semaines, un véritable vainqueur aux élections régionales. Il n'y a eu aucun vainqueur. Ni LR, ni le FN, ni le PS. Non, mais, la réalité, elle est celle-là. 21 des 22 Moi, ce que je souhaite de ce remaniement, et je vais attendre, c'est à la fois des voix nouvelles, parce que ça fait du bien de réoxygéner la vie politique avec française, les écologistes, donc. Et avec les écologistes. Il n'y avait aucune raison qu'en septembre 2014, Cécile Duflot et Pascal Canfin à l'époque descendent du navire gouvernemental. On avait contractualisé un accord de gouvernement en 2011, ce qui a provoqué un groupe au Sénat. Donc là, les conditions sont réunies aujourd'hui pour le retour des écologistes, notamment on va le cette voir. question de Vous savez, avec Europe Écologie Les Verts, moi je suis très attentif. Ils sont parfois un peu compliqués. Si c'est pour avoir la chef de file d'Europe Écologie Les Verts à compter de ce soir dans le gouvernement, Emmanuel Cos, c'est vrai que son nom circule, elle est pressante très pour heureux. faire son entrée. Si c'est pour avoir dès demain matin l'ancienne chef de file d'Europe Écologie Les Verts, ça me posera évidemment un problème personnel sur le plan politique de cet élargissement, puisqu'on n'a jamais voulu de débauchage. Emmanuel Cos est davantage moi, compatible aujourd'hui que Cécile Duflot, c'est ce que vous dites. En tous les cas, elle est la patronne d'Europe Écologie Les Verts. J'ose imaginer que si elle fait le choix de rejoindre le gouvernement ça peut être sous Manuel Valls, vous savez, chez les Verts, moi je me mêle pas d'Europe. D'ailleurs, un de vos collègues chez Roger Carucci, qui est le maire de Villejuif LR, a comme première adjointe dans mon département une élue Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts ne les a jamais exclus. Donc vous savez, ils sont à géométrie variable. Donc moi j'attends justement de voir que si Emma fait ce choix-là, pour des raisons politiques, sur un accord gouvernemental, de projet, pour préparer la réélection de François Hollande, pour préparer un accord législatif, moi j'en serais, il n'y a aucun problème. C'est ce que j'appelle. Roger Carucci, ça renforcerait la cohérence du gouvernement, c'est l'entrée des écologistes. Mais c'est pas très crédible. D'abord parce que les écologistes peuvent revenir et pour autant vouloir un candidat écologiste aux élections présidentielles. Et ça, vous l'empêcherez pas. Parce que même si c'est Emmanuel Cos qui va au gouvernement, vous aurez Cécile Duflot candidate. Ou pas. Ou un autre. Mais la mouvance écologiste ne voudra pas soutenir Hollande. Leur dernier congrès était très anti-gouvernemental. C'est un peu compliqué. Non, moi, je vais vous dire, mon sentiment, c'est que c'est important un remaniement gouvernemental. C'est à la main du président de la République. Là, je suis d'accord avec M. Carvounas. Mais la réalité, c'est que à un moment, il faut que la parole présidentielle ait encore du crédit pour que ça ait du sens. Quand elle n'en a plus, quand on a le sentiment que de toute façon il faut faire une fin, on a l'impression que c'est une fin de règne. Peu importe. Cette parole présidentielle, parce qu'on sait que François Hollande va s'exprimer ce soir dans l'invité. Est-ce qu'il pourrait faire des annonces sur la révision constitutionnelle qui a divisé aussi bien la gauche que la droite, Bien sûr, mais non, mais alors, si le président de la République avait la bonté d'âme de dire ce soir que lui, c'est ce qu'il a dit au Congrès, uniquement ce qu'il a dit au Congrès et rien d'autre, là, peut-être qu'on aurait une petite surprise. C'est ce que je ferai au Sénat. Non, mais c'est... alors, c'est ce qu'on fera au Sénat. Moi, c'est ce que je ferai au Sénat. Mais c'est pas l'écriture de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée, c'est l'Assemblée. Alors, très bien. Voilà. Nous sommes presque d'accord. C'est le jeu institutionnel. La nouvelle écriture au Sénat. Je vous rappelle que la référence à la binationalité a été supprimée par les députés. Elle va être réintroduite.
Pour Elle ne sera pas franchir réintroduite au cette ligne Sénat. rouge qui est la patrie. Donc nous avons un point commun, Roger Karoutchi et moi, c'est que notre feuille de route, à lui comme à moi, est celle du président de la République le 16 novembre. Enfin, je parle feuille de encore route. de feuille de route du président de Mais la c'est quand même République. notre feuille de route. On C'est s'est nouveau, levés alors tous les que deux tu pour me donnes ministre de l'applaudir. l'ouverture. On s'est levés tous les Mais, deux pour l'applaudir. Vous, Alors, vous êtes levé pour la Roger Karoutchi, vous. poursuivez. Pas vous. poursuivez. Je vais vous dire, autant les Français sont très sensibles à ces problèmes, autant on a bien vu, à l'Assemblée nationale, que c'était pour essayer d'avoir quand même un maximum de voix de députés socialistes que le texte a été modifié. Alors soit le gouvernement est OK avec le Sénat pour revenir à l'écriture d'origine, et on voit, soit le gouvernement nous dit, parce que je le crains, attendez, non, parce que si on revient avec votre texte Sénat à l'Assemblée, on n'aura plus une voix de députés socialistes, ça ne passera pas. Et là, il y aura un problème de blocage. Mais le blocage, il viendra de quoi? Il viendra du fait qu'on a beaucoup changé le texte, entre le texte initial du président de la République et le texte d'arrivée de l'Assemblée nationale. Comment on sort de ça, moi, de je ces prête navettes beaucoup- qui s'annoncent à l'infini entre les non, deux non, assemblées? Non, parce que je prête beaucoup de crédit à l'approche qu'a Gérard Larcher, et pourtant, Dieu sait que sur plusieurs sujets, on n'est pas d'accord, lui et moi, de nos institutions et de notre rapport à la nation et à ses attentes. Et moi, je crois, sincèrement, que nous allons réussir d'ici le mois de mars, quand ça va venir au Sénat, à trouver, parce que nous sommes des républicains, parce que nous avons tous chevillé au corps de vouloir combattre le terrorisme, l'ambition de trouver un texte qui sera voté ici À voter. par la droite et par la gauche, Ouais. y compris moi le premier sur la déchéance pour les binationaux, et que ce soit aussi un moyen dans les Donc, débats qui sont Gouvernement, les vous nôtres. seriez prêt à voter la version réécrite par la droite? Moi, je suis prêt à voter sur la feuille de route énoncée le 16 novembre Oui, dernier. mais par le est-ce que président de la l'Assemblée suivra? République. Mais c'est pas mon sujet. Ah bah oui, Roger mais Karoutchi. si, sinon il n'y a pas de Non, et réforme. moi, c'est mais non, pas mais la je comprends très Nous bien. sommes des Non, mais- sénateurs. Mais Il y a un ADN au nous Sénat. sommes parfaitement d'accord. Bon. Sauf que, puisque nous sommes parfaitement d'accord, le seul problème pour nous, c'est de dire, donc, nous aurons fait notre travail de manière conforme à nos engagements, et c'est bien, de manière conforme à ce que nous apparaisse l'intérêt, les Est-ce intérêts que vous êtes un peu majeurs. coincé moi, aussi par cette révision constitutionnelle et par les consignes, notamment des leaders politiques en vue de la primaire? Non. En vrai, quand François Fillon a dit « je suis plus d'accord avec tout », c'est sur le texte qui avait évolué. Sur le tout premier texte initial, la grande majorité des élus républicains étaient d'accord. Donc, on verra comment finit le Sénat et surtout ce que fera Par rapport l'Assemblée. aux téléspectateurs qui nous regardent, Ouais. on va, Oui, on c'est va un peu enfoncer une porte technique. ouverte, mais on va expliquer un peu Si les vous voulez choses. bien, avant de réagir, peut-être, on retourne salle des conférences. Retournons en salle des À conférences. voir Michael Zamet cette C'est fois pas avec un ministre Hervé possible. Marseille, sénateur Non, il sera pas UDI-UC ministre possible. de Meudon. Oui, comme ça on aura l'avis un petit peu de tous les représentants, et notamment d'Hervé Marseille. Vous êtes membre du groupe Union Centriste ici au Sénat. Et ce débat sur la Constitution, vous allez l'avoir dans votre groupe, parce que vous êtes un groupe charnière ici au Sénat. Quelle est l'attitude que vous allez avoir pendant cette réforme de la Constitution qui va arriver le mois prochain? Alors d'abord, on n'a pas encore totalement évoqué le sujet, puisqu'il a d'abord été soumis à l'Assemblée nationale. Notre groupe est partagé. Ce serait bien le seul qui ne le serait pas sur un sujet aussi important. Mais je pense que pour l'état d'urgence, il est clair qu'il faut doter l'État des moyens de réagir. Donc je pense qu'il y a une très large majorité du groupe pour soutenir l'idée qu'il faut constitutionnaliser l'état d'urgence. S'agitant de la déchéance de nationalité, je pense quand même qu'une large partie du groupe sera sensible à l'idée qu'il faut répondre aux préoccupations des Français et donc qu'il faut soutenir l'idée qu'il faut soutenir le projet de déchéance de nationalité. Donc sur la même position qu'à l'Assemblée nationale, visiblement. Sur la même position qu'à l'Assemblée nationale. On sait très bien que les Républicains veulent réécrire le texte, qu'il va faire plusieurs navettes. Est-ce que, selon vous, on va aller vers ce congrès? Vous y croyez? Quand on aura vu les textes et qu'on en aura parlé, je vous répondrai. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'au Congrès, vu l'état des forces, et je pense que pour l'instant, on n'y est pas. Est-ce que vous attendez ce soir du rendez-vous qu'a annoncé le président de la République avec les chaînes de TF1 et de France 2? Pas grand-chose, la vérité, parce que, comme l'a dit fort justement un sénateur tout à l'heure, c'est pas seulement un problème de casting, c'est aussi un problème de scénario. Et donc, je ne sais pas quelle est la ligne du gouvernement, on comprend plus rien dans tout ça. Je crois que les Français sont un peu perdus. Au mois de novembre, on a eu... Bon, c'est le moment de recadrer aussi. Oui, mais franchement, je crois que le gouvernement, il peut changer quelques ministres, il peut opérer quelques opérations cosmétiques. C'est pas ça qui va changer, malheureusement, l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que beaucoup de Français attendent un emploi.
il y a le problème du chômage, il est endémique, et il y a le problème des migrations. Et c'est pas parce qu'on va changer un ou deux secrétaires d'État que ça va changer la politique de la France et que ça va changer le désespoir social de beaucoup de nos concitoyens. Merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir répondu à nos questions. Delphine, on va essayer d'avoir d'autres réactions encore ici, salle des conférences. Merci beaucoup, Mickaël Lucarvounas. On parlait à l'instant de ce congrès de Versailles. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont optimistes pour la tenue de ce congrès? On a fait nos calculs, effectivement. Il faudra 555 parlementaires sur les 925. Comme on sait qu'il y a eu 317 voix pour à l'Assemblée, il faut les voix de 238 sénateurs sur 348. Je vais vous faire un aveu, je suis un éternel optimiste. Alors, quand je regarde ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, dans des débats durs, et on voit bien que le texte avait quelques amendements sensibles, je me dis, ma foi, il nous manque, si on regarde les 317 votants d'hier, c'est ça, 238 ici au Sénat pour avoir les 3/5 au Congrès. 238 rentre dans de l'arithmétique, sur les 113 mais c'est important, socialistes, on peut en compter 80, 90 qui vont voter pour. Vous voyez qu'il en manque plus grand monde, on va dire, dans la majorité sénatoriale pour avoir les 238. Moi, je suis de ceux qui pensent sincèrement qu'on va aller au Congrès sans grande difficulté. Et je suis de ceux qui croient vraiment qu'entre le président de la République, le Premier ministre, le président Larcher, le président Bartolone, nos présidents de groupe Retailleau et Leroux et Guillaume, tout ce petit monde-là et Christian Jacob, ils vont se parler entre eux. On ne va pas attendre la fumée blanche oui, mais est-ce le que la 16 droite, mars Roger prochain Carotti pour avoir des amendements qui tombent comme un gravelotte à faire le jeu et qu'on de François donne Hollande. comme exemple aux Françaises et aux Français finalement qu'on se fait tous des nœuds à la tête dans une stratégie de politique politicienne parce qu'on va leur dire quoi, droite et gauche réunies, si d'ici le mois d'avril ou mai il y a un autre attentat qu'on se sera amusé dans nos calendriers de primaire respectifs, comme vous avez dit Guillaume. Ça n'a rien à voir, c'est aussi important. Parce que moi, c'est ce qu'on me dit. Il faut pas. Je suis maire. Par pitié, laissons le débat au niveau où il doit être. C'est-à-dire, c'est pas le fait qu'il y ait ou pas un attentat, parce que les mesures de sécurité, tout le monde les a votées, et par conséquent, c'est pas là-dessus que le problème se pose. Moi, je ne sais pas si on ira ou pas au Congrès. Nous avons dit clairement les choses. Notre groupe votera le texte qui sera préparé par la commission des lois du Sénat. Je serais presque tenté de dire, ensuite, on n'a plus la main. On aura voté, nous, ici. Alors ensuite, le vrai débat, il aura lieu à l'Assemblée pour savoir si, oui ou non, l'Assemblée accepte les modifications Sénat. Si oui, par définition, on ira au Congrès. Mais si non, et s'il y a une bronca à l'Assemblée d'un certain nombre de parlementaires qui disent non, dans ces conditions c'est non, il y aura un vrai sujet, parce que c'est pas le Sénat qui, au bout du bout, devra se réaligner sur un texte qui n'est pas conforme. Donc là-dessus, moi je suis plutôt positif. Nous sommes prêts à trouver des solutions. Je suis d'accord, ça fait 3 mois, 4 mois qu'on parle de ça. Parlons des vrais sujets des Français, plutôt que de perdre beaucoup de temps dans des sujets finalement très institutionnels qu'on devrait régler rapidement. Mais il faut que maintenant les choses se fassent. Voilà, si tout le monde est OK sur le texte du Sénat, il n'y a pas de sujet. Ouais, on le disait, François Hollande va s'exprimer ce soir dans les JT de TF1 de France 2 à 20h. Est-ce qu'il pourrait aussi faire des annonces sur cette déchéance de nationalité, sur cette révision constitutionnelle? Est-ce qu'il pourrait, par exemple, de façon peut-être surprenante, passer par un référendum pour sortir la tête haute de ce Au moment où nous parlons, moi, je ne le souhaite pas. Hier soir, le vote sur les exprimés, on avait les 3/5 à l'Assemblée nationale. Donc on n'en est pas à ce stade-là. Si, entre le travail, entre hier, 10 février, et le 16 mars, je crois que c'est la date où le texte arrive au Sénat, nous n'arrivons pas, dans le périmètre que j'ai défini tout à l'heure, à trouver un consensus et un compromis qui ferait que le texte, quoi qu'il se passe, sera voté au Sénat, mais s'il n'est pas voté conforme à l'Assemblée, rendant autre chose, moi j'ai toujours été clair sur le sujet. Si on arrive dans cet épisode-là, institutionnel, je pense que le recours au référendum, là, pourrait être peut-être envisagé. Je ne l'imagine pas, parce que à la fin de tout cela, de quoi on parle? De terroristes condamnés par la justice, franchement, de marquer un acte symbolique et politique, de faire passer du Code civil à la Constitution, quelque chose qui existe déjà. Il y a vraiment que les socialistes
pour réussir à se faire des nœuds à la tête de cette manière. Je le dis très clairement. Ouais. Donc à un moment donné, il faut avancer parce que nos concitoyens nous regardent mais la droite est et attendent de nous un peu de responsabilité. Sincèrement, s'il n'y avait pas eu les circonvolutions d'un certain nombre de députés socialistes il y a 2-3 mois, la droite était assez apaisée sur cette affaire. C'est quand on a vu commencer à dire ah la patrie dit, ah non pas pour les binationaux mais pour tout le monde. Les parlementaires de la République n'auraient pas pensé par eux-mêmes. J'ajoute, je ne dis pas que c'est pas logique, et j'ajoute certains amendements qui ont été heureusement battus en deuxième lecture à l'Assemblée, qui rajoutaient que, par exemple, pendant l'état d'urgence, le gouvernement avait le droit de dissoudre. Je vous interromps puisqu'on apprend peut-être, Roger Karoutchi, je vous interromps puisqu'on apprend par l'AFP, selon des sources concordantes, que ce serait Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui succéderait à Laurent Fabius au Quai d'Orsay. Votre réaction, Luc Carvounas? Écoutez, si c'est le cas, très bien. C'est un ancien Premier ministre, il a l'expérience. Je pense que sur la scène internationale, il sera une voix forte, il l'a déjà été. Très bien, si c'est la décision du Premier ministre... C'est ce que nous dit l'AFP pour l'instant, source concordante, effectivement, on attend. Votre réaction, vous le connaissez bien, il a présidé le groupe socialiste à l'Assemblée, ancien maire de Nantes. Non, mais c'est un homme pour qui j'ai de l'estime, c'est pas le sujet. Je le trouve assez cocasse qu'un ancien Premier ministre devienne ministre des Affaires étrangères, du Premier ministre qui lui a succédé. Ça peut... Mais c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères dépend presque plus de l'Élysée que de Matignon. Je pense qu'il y aura un lien direct. Voilà, et les décisions sont en train de tomber puisque effectivement Emmanuel Cos serait nommé ministre du Logement. On en a parlé, ce n'est pas une surprise. Alors selon vous, c'est une bonne chose? Je crois que c'est très bien parce que Emma s'est illustrée à la région en remplacement de Sylvia Pinel au logement. Siège à la région. Moi, je pense que c'est très bien qu'il a accepté d'entrer dans le gouvernement. Maintenant, j'appelle à la responsabilité de mes collègues, des cadres, des responsables, des militants d'Europe Écologie Les Verts, je mets à part Julien Bayou qui est un petit peu excité, pour faire en sorte que Europe Écologie Les Verts, dans la marque de sa chef de file, soit dans le gouvernement et non pas qu'on apprenne demain qu'elle est débarquée ou mise en minorité. Le ministère du Logement avait été également occupé par Cécile Duflot, ce n'est pas un hasard. Quel signe y voyez-vous dans cette nomination? Sur quoi donc? Sur le ministère du Logement, justement. Moi, je le trouve logique parce que, encore une fois, c'est vraiment illustré en Ile-de-France, 12 millions d'habitants, plus grande région d'Europe, sur sa charge de VP au logement. C'est quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui va apporter son touch, comme on dit souvent. Je suis très heureux qu'elle ait accepté. On en parlait depuis un petit moment. C'est une amie personnelle et j'espère qu'elle trouvera toute sa place dans ce gouvernement. Et franchement, au moment où nos concitoyens attendent de nos territoires de produire du logement, notamment en Ile-de-France, 70 000 par an, là où les amis de Roger Karoutchi, notamment Valérie Pécresse, ont annoncé la casse de l'aide au logement dans des villes comme la mienne. Roger, en réalité, dans une ville comme Alfortville, dans une ville comme Non, moi je parle pas du bilan. Pardon, mais de 2010 à 2015, moi je parle pas je parle de la feuille de route de la présidente Pécresse. Alors, mais moi je fais pleine confiance. La feuille de route de la présidente Pécresse qui a annoncé pour des villes comme Alfortville qui ont 38% de logements sociaux, de ne plus faire d'aide à la pierre parce qu'elle considère que j'ai trop de logements sociaux. C'est ça la réalité en Ile-de-France. La présidente Pécresse a raison de vouloir un équilibre du logement et une relance de la construction partout en Ile-de-France. On verra ça. Ce qui n'a pas été le cas dans le mandat précédent. Elle qui a été maire, présidente du département, elle sait exactement de quoi elle parle dans les territoires. Et juste pour conclure, je voudrais dire à Luc Carvounas, il a raison d'être optimiste dans la vie, sinon qu'est-ce qui reste? Mais j'ai beaucoup appris de vous, Roger Karoutchi. C'est une bonne chose. Qu'Emmanuel Cos rentre au gouvernement, ça ne changera pas un iota électoral. Le mouvement écologiste est explosé, n'a plus d'écoute dans l'opinion et par conséquent, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Alors, peut-être en attendant de voir un portrait d'Emmanuel Cos, on va continuer de commenter ce remaniement. On apprend en direct les nominations. Pour l'instant, on s'en tient... Si on est nommé, prévenez-nous. Oui, je n'y manquerai pas, Roger Karoutchi, on s'en tient assez de noms. Jean-Marc Ayrault, on voit un petit peu les dossiers qui attendent l'ancien Premier ministre, notamment en matière d'action diplomatique, notamment avec cette crise migratoire en Syrie, là aussi. Il y aura de nombreux dossiers sur le bureau de l'ancien Premier ministre. Oui, c'est un dossier évidemment majeur et capital. D'ailleurs, c'est un dossier sur lequel la France, mais pas seule, est attendue. On parle beaucoup de la Turquie, on parle de la Grande-Bretagne. C'est un dossier qui ne peut pas être traité autrement que sur le plan international. Et pour cela,
que ce soit aujourd'hui Jean-Marc Ayrault, hier Laurent Fabius ou demain un autre ministre des Affaires étrangères, c'est au nom de l'intérêt général de notre pays que d'avoir une voix forte, une voix déterminée pour trouver un conciliabule sans laisser seule la Grèce, sans laisser seule l'Italie face à ces questions-là. C'est un vrai sujet qu'il va falloir qu'on traite tous ensemble et qui doit faire, à mon sens, consensus. Moi, je ne peux pas me résoudre à voir ma collègue, mon ancienne collègue Nathalie Bouchard, seule à Calais face à ces questions-là. Il faut qu'on l'accompagne. Un maire ne peut pas être seul face à ces questions-là. Donc très attendu. Voilà, merci à tous les deux d'avoir été les invités de Sénat 360. Eh bien, l'analyse et le décryptage de ce remaniement continue sur les chaînes parlementaires. On va retrouver Jean-Pierre Gracien et Oriane Mancini pour une édition spéciale tout de suite. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonne soirée à tous. Bon, pour l'instant, il n'y a que ça qui sort.